Les pêcheurs de Hlakodi dans le 5e arrondissement de Cotonou devront libérer la zone qu'ils occupent le long du littoral d'ici le 15 septembre. La décision a été prise par le gouvernement pour raison d'aménagement. Vous aurez dans cette édition la réaction de quelques habitants de la zone à déguerpir. Le coup d'État de dimanche dernier en Guinée-Conakry continue de faire débat dans les grandes villes africaines. À Cotonou, la communauté guinéenne, dans sa grande majorité, déplore ce coup de force. Vous aurez tout à l'heure les propos de quelques Guinéens résidant à Cotonou. Et puis le corps électoral se rendra aux urnes ce mercredi au Maroc. Dans un contexte de Covid-19, la campagne se fait par petits groupes et sur Internet. Plus de précisions dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci infiniment de nous rester fidèles et bienvenue à cette édition. La vice-présidente de l'Assemblée nationale nigérienne, à la tête d'une délégation du Parlement nigérien porteuse d'une invitation adressée au président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou. Elle a été reçue par Robert Gbian, premier vice-président du Parlement béninois. Suivons ici les propos de Hadiza Zeini à sa sortie d'audience. Nous sommes porteurs d'une invitation du président Seignou Oumarou, président de l'Assemblée nationale du Niger, pour demander à son frère et ami, le président de l'Assemblée du Bénin, d'assister à l'ouverture de la session budgétaire 2021. C'est le 27 septembre, l'ouverture de la session. C'est la première session budgétaire et c'est tellement important pour nous qu'on s'est dit qu'il faut inviter le maximum de présidents d'institutions pour venir, pour échanger avec nous, pour faire de la diplomatie parlementaire quand même un outil de rapprochement entre les peuples. Donc c'est ce message que nous sommes venus et aussi un message de salutation et de fraternité. Nous sommes en Afrique. En Afrique, c'est toujours la sympathie, le respect et l'estime qu'on a au président et à nos frères. C'est pour cela qu'on ne peut pas venir les mains vides. Il faut amener le cadeau. Le cadeau, c'est la croix d'Agadez du Niger, une croix qu'on remet aux gens qu'on estime beaucoup. Deuil dans le monde syndical, Dieudonné Lokossou n'est plus. L'ancien secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA, est décédé dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 septembre 2021. Il était hospitalisé depuis le samedi 4 septembre 2021. Ancien secrétaire général du syndicat Sonacop, il a été membre du Conseil économique et social du Bénin. La rédaction de Speedline TV présente ses condoléances à sa famille, à la CSA et au monde syndical. Nous présentons également toutes nos condoléances au peuple béninois. Je vous l'annonçais en titre, il est annoncé dans un communiqué conjoint du ministre du Cadre de vie et du Développement durable et du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale le 19 août dernier, la libération de la zone occupée par les pêcheurs de Hlakodi située dans le 5e arrondissement de Cotonou. Ceci pour raison d'aménagement. Les opérations de déguerpissement démarrent le 15 septembre 2021. La réaction de quelques habitants de la zone au micro de Romaric Dossa et de Mathieu Sossou. Vraiment, nous ne sommes pas prêts pour cette date-là. Voyez ces enfants. Bientôt la rentrée des classes. Nous sommes en saison des pluies. Les enfants vont manger. Nos femmes, nos parents, nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour subvenir à ces besoins-là? C'est pitoyable. Nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire et on veut nous déguerpir à partir du 15 prochain. Pour le moment, nous n'avons pas encore quelque part où rester. C'est ici où on a grandi et un jour on décide de nous faire partie. Vraiment, c'est pitoyable. Je propose que les autorités nous trouvent d'abord quelque part et nous rassurent que les conditions sont réunies pour mieux vivre sur ce site-là. Nous voulons d'abord connaître le site prévu pour le relogement. Et là, on est sûr de partir. Notre grand souci, ce sont nos enfants. Ils doivent aller à l'école. Et l'école doit être proche du site. Le président Talon, selon moi, fait de très bons boulots. C'est pour le bien de tout le monde. Notre pays sera développé et bien apprécié. Oui, on nous demande de partir, mais qu'il patiente et mieux voir dans cette affaire-là. Je suis né ici, j'ai 51 ans. Donc, que les autorités revoient
cette décision. Très bientôt, le Bénin sera doté d'un laboratoire médical avec des outils de dernière génération. Il sera implanté dans le Septentrion, plus précisément dans la ville de Parakou. Sa construction intervient dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19. Reportage. Solide, durable. Par ce geste symbolique, démarrent les travaux du laboratoire médical de type nouveau avec du matériel de dernière génération qu'abritera très bientôt la ville de Parakou. La construction de ce laboratoire a été financée à hauteur de 19,8 millions de dollars par la Banque islamique de développement et intervient dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est un laboratoire modulaire en un conteneur de 40 pieds équipé. Et ici, avant la rentrée du laboratoire, nous avons une vestiaire qui assure aussi la protection et la désinfection des utilisateurs finaux. Et c'est une marche en avant. Quand on rentre, on sort par une autre porte. Ici, on a une salle de réunion, là où les utilisateurs finaux se concertent avant de rentrer dans le laboratoire. L'UNOPS, l'Agence des Nations Unies pour l'appui et l'implantation des projets porteurs, est résolument aux côtés du Bénin pour la réalisation de cette infrastructure. Il y a beaucoup de tests qu'on traverse les frontières pour faire, mais avec l'installation de ces laboratoires-là, beaucoup de tests vont être faits localement ici. Pour les laboratoires fixes, le gouvernement avait priorisé, à part le Covid-19, on peut diagnostiquer le Lassa et Ebola. La qualité de cette infrastructure impactera positivement le développement de la ville. Au regard de l'importance de l'investissement, environ 430 millions de francs CFA et des prestations de pointe que le laboratoire est appelé à réaliser, la commune de Parakou se réjouit du fait que cette infrastructure vient renforcer le système de santé, non seulement de la commune, mais de tout le Grand Nord. Ce laboratoire flambant neuf sera livré avec une licence d'exploitation dès le mois d'octobre prochain. Le coup d'État de dimanche dernier en Guinée-Conakry continue de faire débat dans les grandes villes africaines. À Cotonou, une équipe de la rédaction de Speedline TV a tendu son micro à la communauté guinéenne. Je vous propose ici la réaction de quelques-uns d'entre eux. Nous, les ressortissants guinéens résidant au Bénin ici, on s'est réveillés dimanche matin, comme tout le monde, et surpris d'entendre qu'il y a un coup d'État chez nous. C'est quelque chose qui est tout à fait surprenant puisque personne ne s'attendait à ça. Bon. Maintenant, c'est chose faite. Notre constat, moi personnellement, c'est que les coups d'État ne sont plus bons pour l'Afrique. Parce que transition en transition ne fait que retarder le pays. Mais la modification des constitutions ou autre chose n'est pas, comment dirais-je, motif pour moi, pour les militaires de prendre pouvoir dans un pays. Les gens ils vont penser que c'est malheur qui est rentré en Guinée. Ce n'est pas malheur, c'est le bonheur qui est rentré en Guinée. Et ça, on dit c'est un coup d'État, mais ce n'est pas un coup d'État. C'est le plaisir de tout le monde. Parce que le vieux, là où il est là aujourd'hui, il est fatigué. Donc, que la mort vient le prendre, le pays va devenir un désordre. Il faut qu'il y ait une autre solution qui va arriver pour mettre en place. Les Guinéens vont trouver la paix. Donc, ce que moi je vous demande, toutes les Guinéens n'ont qu'à avoir la patience et n'a qu'à se excuser entre nous. Le guerre n'est pas bon entre nous. Le pays, il faut que nous tous on prie, le pays n'a qu'à avancer. Bon, le président Alpha Condé, il est venu démocratiquement. Donc, si les militaires sont venus prendre le pouvoir là, bon, d'accord, moi je ne suis pas trop content comme ça là, mais en tout cas, s'ils ont venu défendre le pays là, vraiment moi j'ai pris que le pays là, ça va avancer encore. Je ne supporte pas n'importe quel Guinéen qui a vécu le temps de Lansana Conté en Guinée ne peut pas supporter le régime militaire en Guinée encore. Parce que 26 ans, on sait que ça nous met dans le pu. Le monsieur qui est venu nous enlever dans le pu, qu'on l'enlève comme ça par le coup d'État. Vraiment, nous, les Guinéens ressortissants, moi principalement, je ne supporte pas le militaire en pouvoir en Guinée. Les militaires vont venir encore faire coup d'État. De mettre qui en Guinée? Ils vont prendre ça à l'estrée pour l'amener. Ce sont les Guinéens, les mêmes Guinéens qui sont là-bas. En tout cas, nous on le souhaite
Et comme il est venu, vraiment nous donne une autre image. Sinon, vraiment l'image qui est présentée hier là, ça ne nous a pas plu. Ce que moi je vais dire à Mamadi Doumbouya, il n'a pas venu trouver en Guinée en guerre. Il n'est pas venu trouver une Guinée en fumée. Il n'a qu'à essayer de mettre Guinée sur le rail et ça continue en bon sommeil. Bon, ce que je voulais dire à colonel Mamadi Doumbouya, vraiment avec l'idée qu'ils ont venu avec cette idée-là, il faut qu'ils vont faire l'idée là à ce qu'ils ont parlé. Parce qu'il a déjà dit que le Guinéen respecte sa parole. Donc il ne faut pas que ça va devenir comme le CNDD, le groupe de Dadis Camara, et le militaire vont diviser par deux. Et le coup d'État va rentrer dans le coup d'État encore. Et ils disent qu'il y aura une concertation nationale pour pouvoir mettre en place un gouvernement d'union nationale. On leur attend par leurs mots. Il faut qu'ils respectent les engagements qu'ils vont prendre vis-à-vis du peuple souverain de la Guinée. Parce qu'on ne veut pas que la transition traîne et que tout s'arrête et les gens commencent à voler gauche à droite et puis le pays sera encore en retard. On ne veut pas ça. Je vais le dire à un cousin, c'est mon frère. Il est Doumbouya, je suis Doumbouya, il est guinéen comme je suis guinéen. On lui supplie d'abord de ne pas être comme les autres. Parce qu'on a vécu le temps de Lansana Conté. On a vécu le temps de Dadis. Comment ça a été passé? On ne veut pas reprendre toujours le même erreur encore. Sport à présent dans cette édition. Les équipes du Bénin et de la République démocratique du Congo ont fait match nul 1-1 ce 6 septembre 2021 à Cotonou dans le groupe J des qualifications de la Coupe du Monde 2022 de football. Un résultat qui ne fait pas les affaires de la RDC, tenu en échec par la Tanzanie lors de la première journée de ses éliminatoires. Malgré ce résultat, le Bénin conserve la tête du groupe J avec 4 points désormais en attendant le match Tanzanie-Madagascar prévu pour ce 7 septembre. Nous vous proposons ici le résumé de la rencontre avec Hospice Yévimi Houton. Un match plein d'intentions louables, mais sans vainqueur. Ce 6 septembre 2021, Béninois et Congolais se sont séparés sur un score nul, un but partout. Un score qui n'arrange pas les Léopards, tenus en échec par la Tanzanie 4 jours plus tôt. Cette rencontre qui comptait pour le groupe J des éliminatoires avait pourtant bien commencé pour les visiteurs qui ont ouvert le score à la 12e minute de jeu par Dieu merci Mbokani. La voilà l'ouverture du score, elle est signée Dieu merci Mbokani. Quel retour en sélection pour Dieu merci Mbokani et quel travail de Cédric Bakambu sur le côté droit. La connexion entre les deux attaquants et la joie évidemment des Léopards. Les Béninois reviennent dans le coup à la 33e minute de jeu grâce à Jordan Adeoti, un but partout. Là voilà l'égalisation alors qu'il reste au sol mais il y a bien un partout. Est-ce que c'est Jordan Adeoti là qui a mis sa tête? Il y avait de l'apathie dans la défense de la RDC. Malgré ce résultat, le Bénin conserve la tête du groupe J avec 4 points en attendant le match Tanzanie-Madagascar prévu pour ce 7 septembre 2021. Quant aux Congolais, avec 2 points pris en 2 matchs, ils sont désormais condamnés à briller s'ils veulent finir premiers au classement et se qualifier ainsi pour le dernier tour de ces qualifications africaines pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Après cette rencontre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre le Bénin et la République démocratique du Congo, quelques supporters béninois et de la RDC ont livré leurs impressions. Reportage. C'est pas mal dans l'ensemble. On a une très bonne moyenne, à mon avis, parce qu'il faut reconnaître que le RDC Congo n'est pas une petite équipe à jouer. Mais juste qu'on les a un peu trop respectés en première mi-temps. Mais après, nos joueurs se sont rattrapés et ils étaient prenables. Mais tout compte fait, 1 point est beaucoup mieux que 0. Même si ce n'est pas l'équipe RDC d'il y a quelques années, ça reste un très gros du continent et on a montré qu'on n'avait pas à rougir de la comparaison. Et ça c'est bien, on a mis de belles choses en deuxième mi-temps qui ont montré que notre première place du groupe était méritée. Donc aller en Tanzanie, mais attention parce que la Tanzanie est un morceau. Ils sont allés faire match nul en RDC et ils travaillent bien depuis quelques années, donc il faudra faire très attention, mais on ne doit pas avoir peur. Aujourd'hui, on doit assumer notre
notre statut aujourd'hui, non pas de favori du groupe, mais de prétendant à la qualification. Le match s'est bien passé. C'est vrai, on a voulu avoir un score un peu plus élevé, de 2-1. Mais comme l'on dit toujours, l'homme propose, Dieu dispose. Un score de 1-1. Le Bénin reste toujours gagnant dans le groupe, mais ça va pour nous aussi. Nous avons apprécié le match nul, parce qu'à défaut du mieux, il faut se contenter de ce qu'on a. Nous étions préparés pour avoir la victoire, mais le Bénin, on était face à une équipe aussi dynamique, une équipe très constructive. Et de sorte, nous n'avons pas eu la victoire espérée. Néanmoins, nous avons eu le match nul. Nous en sommes fiers quand même. Et nous félicitons également le Bénin pour le progrès qu'il fait dans le football. Hors de nos frontières, à présent, direction donc la Guinée-Conakry. Au lendemain du coup d'État, les putschistes tentent de rassurer les citoyens, mais rassurer également les investisseurs. Le putsch a été condamné par plusieurs pays et institutions internationales, mais la junte a reçu un soutien de poids, celui de l'opposant Cellou Dalein Diallo. Au lendemain du coup d'État en Guinée, les putschistes tentent de rassurer les citoyens, mais aussi les investisseurs. Le putsch a été condamné par plusieurs pays et institutions internationales, comme l'Union africaine, l'ONU ou encore la CEDEAO. Mais la junte a reçu un soutien de taille, celui du chef de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo. Le CNRD peut compter sur le soutien de l'ANAD dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. C'est l'occasion de rendre hommage à tous les Guinéens, de l'intérieur comme de l'extérieur, dont la mobilisation a contribué à la chute de cette dictature. Cellou Dalein Diallo a par ailleurs déclaré que l'ANAD, la coalition de l'opposition, exhortait le CNRD à inclure dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions démocratiques, légitimes, capables de mettre en œuvre des réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l'instauration de l'état de droit. Mais du côté de la société civile, on préfère rester prudent. Ce coup d'État s'inscrit dans l'histoire tourmentée de la Guinée, qui depuis son indépendance en 1958 a souvent été dirigée par des régimes autoritaires. Si cette situation perdure, il peut y avoir que l'armée revienne au pouvoir, parce que tout était déjà préparé. Imaginez dans un pays un professeur qui vient au pouvoir et qu'on nous dit que c'est un professeur de droit. Donc on se disait que vraiment l'espoir était permis que la Guinée connaisse pour la première fois une alternance en République de Guinée. Mais très malheureusement, le professeur s'est laissé berner par ses proches et finalement il est tombé dans son propre piège. Le chef des putschistes, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a promis un gouvernement d'union nationale chargé de conduire la transition politique et assurer qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué lundi dernier la mise en liberté conditionnelle pour raison médicale de son prédécesseur Jacob Zuma, une décision prise à quelques jours de la reprise du procès pour corruption de l'ex-chef d'État qui a provoqué la colère de l'opposition. Quelques jours après la libération de Jacob Zuma pour des raisons de santé, Cyril Ramaphosa a salué cette décision. Le président sud-africain s'exprimait lors d'un point presse après une réunion du parti au pouvoir, l'ANC, auquel font partie les deux hommes. Nous avons également reçu et pris note de la décision du commissaire national des services correctionnels de libérer le camarade Jacob Zuma de son incarcération pour raison médicale. Nous nous en félicitons. Nous avons entendu dire qu'il ne va pas bien et nous aimerions lui souhaiter un prompt rétablissement alors qu'il est de retour chez lui pour être avec ses proches. La décision de libérer l'ancien président a été prise à quelques jours de la reprise de son procès pour corruption, ce qui a notamment provoqué la colère de l'opposition. Cela ne surprendrait personne si cette question de la libération conditionnelle médicale est maintenant utilisée par M. Zuma et son équipe juridique comme prétexte pour dire qu'il n'est pas apte à subir son procès pour ses accusations de fraude et de corruption et qu'il ne fasse finalement jamais face à ces accusations devant un tribunal. Ce serait bien dommage si c'était le cas.
Jacob Zuma, 79 ans, est hospitalisé depuis quelques semaines hors de la prison où il avait commencé à purger sa peine. Direction à présent le royaume chérifien où plus de 18 millions de Marocains sont appelés à voter ce mercredi lors de l'élection législative et régionale qui s'annonce cruciale. Le contexte de pandémie de coronavirus ne facilite pas la campagne électorale qui se déroule par petits groupes et sur Internet. Plus de précisions dans cet élément. Près de 18 millions de Marocains sont appelés à voter ce mercredi lors des élections législatives et régionales. Un scrutin qui va se tenir dans un contexte de consignes de sécurité strictes pour les partis en campagne alors que le Maroc doit faire face à une nouvelle vague de coronavirus. Les partis politiques ont intensifié leur campagne sur les réseaux sociaux et sont allés aussi par petits groupes rencontrer les électeurs dans la rue. Si ces élections permettent à de nouvelles personnes d'œuvrer correctement pour nos besoins et nos droits, ce sera bien, explique cet homme. Nous aimons notre pays, c'est le meilleur pays, mais nous avons besoin d'un changement. Nous espérons qu'il y aura un changement avec le nouveau gouvernement. La pandémie a considérablement dégradé le niveau de vie des Marocains, à l'image de cette veuve de 41 ans et mère de 4 enfants qui tient un salon de beauté à Salé, une ville située près de la capitale. Avant le Covid, nous étions très stables dans notre travail, tout allait bien, mais après cette pandémie, tout a changé, dit-elle. Nous avons connu une grave crise, il n'y a pas de revenus, surtout après la décision de fermer les salons de coiffure à plusieurs reprises. Si aujourd'hui j'ai retrouvé mon travail dans le salon et que je vends aussi des vêtements pour aider mes enfants et ma famille, cela ne suffit plus. Je ne gagne plus assez d'argent. Voilà pourquoi nous attendons beaucoup de ces élections. En plus de la pandémie, les nouvelles règles du système électoral ont changé. Le parti islamiste marocain de la justice et du développement, qui a remporté le plus grand nombre de sièges aux élections de 2011, doit faire face à une forte concurrence. Le peuple marocain et la jeunesse en particulier misent sur ces élections pour ouvrir de nouveaux horizons, explique cet analyste politique. Du coup, plusieurs partis politiques peuvent espérer remporter un grand nombre de sièges. Ce mercredi, les électeurs éliront 395 députés et plus de 600 conseillers régionaux. Le Parti du Rassemblement national des indépendants et le Parti Authenticité et Modernité s'annoncent comme les principaux concurrents du PJD. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment d'avoir choisi Speedline TV pour vous informer. Bonne suite des programmes sur votre télé.